Madame, Messieurs, bienvenue sur Afro Info 243 des partout où vous suivez à travers le monde. Vous êtes au Canada, aux États-Unis d'Amérique, en France, en Belgique, en Allemagne, en Turquie, en Angleterre, en Afrique du Sud, en Angola, vous êtes en Tanzanie, vous êtes au Gabon, sur l'ensemble de la RDC, vous êtes à Beni, à Bunia, à Siro, à Kisangani, à Kasumbalesa, à Tikapa, à Boma, Kinshasa, la capitale ou encore à Lubumbashi. Bienvenue dans le grand dossier d'actualité de ce 27 décembre 2023. Nous allons toujours dans le territoire de Massissi où des combats opposent les Wazalendo, les volontaires pour la défense de la patrie, aux terroristes du M23 tenus par le Rwanda sur l'axe Mushaki-Matanda ou encore Karuba. Mais aussi, nous allons parler des affrontements qui ont eu lieu à Kinshasa ce mercredi, opposant des partisans des Martin Fayulu qui réclament l'annulation du vote du 20 décembre aux éléments de la police nationale congolaise qui ont réprimé une manifestation déjà interdite par le ministre de l'Intérieur. Tous les détails, c'est dans ce grand dossier d'actualité. Mesdames et messieurs, restez avec nous. Encore une fois, bienvenue sur Afro Info 243 alors que l'opposition manifeste pour réclamer l'annulation du scrutin du 20 décembre 2023. Des combats se rapprochent de la cité de Sake dans le territoire de Massissi, une entité localisée à plus ou moins 27 km de la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Le M23 menace de l'ouest au nord de la ville de Goma. Au nord, nous sommes à Kibumba, dans le territoire de Nyiragongo. Et à l'ouest, nous sommes sur la colline de Mitumba, de Mitumbala, qui surplombe la cité de Sake. C'est vraiment à 7 km de la cité de Sake. Sur l'axe Sake-Minova, les Wazalendo rassurent la population du contrôle du village de Chacha. Mais de ce côté-là aussi, le M23 menace toujours avec des assauts sur des positions des Wazalendo. Mais ces derniers n'abdiquent pas. Ils poursuivent leur lutte de chasser l'armée rwandaise du territoire national congolais. Il faut donc dire que la seule voie qui relie Goma au reste du territoire national congolais aujourd'hui, c'est l'axe Sake-Minova qui va jusque dans la province Sud Kivu, qui peut aller jusqu'à Bukavu parce que l'autre axe, ou les autres axes, c'est Goma, Rutshuru, Beni et jusque dans la province de l'Ituri. Vous pouvez aller dans la province de Ouélé, Bazouélé, dans la Chopo et toute la grande province orientale, l'ancienne bien sûr. Si vous prenez l'axe Sake, Mushaki, Masisi jusqu'à Walikale, vous pouvez atteindre Kisangani, c'est le chef-lieu de la province de la Chopo, mais sur cet axe-là, le M23 contrôle Mushaki jusqu'à la rivière des Matanda. Nous sommes à plus ou moins 7 km de la cité minière ou l'importante cité minière des Rubaya. Aujourd'hui ciblée également par le M23 pour piller les minéraux congolais, comme je l'ai toujours dit ici. Heureusement, les Wazalendo forment un bloc pour empêcher au M23 d'atteindre Rubaya. Les affrontements se poursuivent à l'artillerie lourde parce que le M23 est archi armé, comme la MONUSCO l'avait même déclaré, avec l'appui de l'armée rwandaise. Les Wazalendo font avec les moyens dont ils disposent et ils font un bon boulot, un boulot appréciable parce que le M23 est en violation du cessez-le-feu, fonce et est en train de récupérer encore des entités, de profiter de cessez-le-feu pour gagner des entités. C'est bien que les FARDC aient mis en garde le Rwanda de réagir de manière drastique, vigoureuse contre ces attaques en violation du cessez-le-feu, mais agir serait encore plus mieux, comme je l'ai dit hier, parce que le M23, lui, ne recule pas, il ne stagne pas. Le M23
avance toujours et n'y était cette réplique, ces contre-attaques de Wazalendo. Le M23 aurait déjà pris les contrôles de la cité de Sake et quand Sake est pris, Goma est totalement coupé du reste de la République démocratique du Congo parce que à Kibumba, il y a le M23 au nord, à l'ouest, si le M23 arrivait à Sake et coupait la route Sake Minova, là il n'y a pas de passage. À Mushaki, c'est fermé. Sur l'axe Kichanga, il n'y a pas de passage. Il ne restera que la voie lacustre qui relie la ville de Goma, celle de Bukavu, chef-lieu de la province du sud Kivu et la frontière congolo-rwandaise. Là, nous sommes à l'est de la ville de Goma. Donc, il ne reste que ces deux voies parce que même la voie aujourd'hui du sud Kivu, par la voie routière bien sûr, est menacée par le M23. Nous avons confiance en notre armée. Nous savons très bien qu'elle va réagir très rapidement pour que Goma ne soit pas coupé du reste de la République démocratique du Congo, une très grande ville avec plus de 3 millions d'habitants. Si nous mettons aussi tous déplacés autour de la ville qui sont dans des camps aujourd'hui, on peut aller jusqu'à 5 millions d'habitants. Donc c'est très compliqué aujourd'hui dans la ville de Goma avec les taux d'échange qui grimpent du jour au lendemain. Un dollar américain s'échange à 2700 voire 2800 francs congolais. Des produits alimentaires qui provenaient de Massissi, des Rutshuru, des Kichanga, des Mouisso, un peu partout aujourd'hui sont devenus très rares sur le marché. Les usagers de l'axe Sake Kichanga qui prenaient le risque d'aller encore prendre des produits vivriers aujourd'hui ont peur en cette fin d'année. Le M23 taxe un camion de marque Fuso à 520 dollars américains, c'est trop quand même. Et cela va impacter aussi le prix de ces produits sur le marché une fois dans la ville de Goma. Même des taximens de moto qui prenaient encore le risque de transporter les usagers de la route Goma-Sake jusqu'à Massissi commencent à avoir peur parce que la menace du M23 à Mushaki jusqu'à Matanda est toujours présente et ils sont soumis à plusieurs taxes illégales. D'autres sont soit kidnappés, soit recrutés par la force au sein de ce mouvement terroriste, soit tués pour des raisons non encore élucidées. Voilà, donc il y a beaucoup des terreurs dans les zones sous occupation du M23 et quand Goma est coupé de l'intérieur de la province du Nord Kivu, c'est très grave parce que tous les produits qui vont être consommés dans la ville passeront encore par le Rwanda, malheureusement, parce qu'à Bukavu, il n'y a rien des produits alimentaires qui vient de là, en tout cas, qui puisse alimenter la ville de Goma. En tout cas, rien du tout. C'est très très compliqué aujourd'hui, mesdames et messieurs. Donc, c'est vrai, tous les Congolais ont le droit de jouir de la démocratie, de la liberté d'expression et de manifester. Mais la priorité aujourd'hui, d'abord, c'est cette question d'insécurité dans l'est du pays. Les combats se rapprochent de la cité de Sake. Quand on parle de Sake, on voit déjà Goma. C'est à 27 km de Goma. Le M23 est à Kibumba. C'est une dizaine de kilomètres de la ville de Goma, mesdames et messieurs. C'est très dangereux. C'est très très dangereux. Le pays est en danger. Le M23 est là envoyé par le Rwanda. L'armée rwandaise elle-même est en train d'opérer sur le sol congolais. Les minerais congolais sont en train d'être pillés. Il y a des entités congolaises qui sont occupées par l'armée rwandaise depuis plus de 2 ans aujourd'hui. C'est comme Bunagana, c'est comme Rutshuru au centre, aujourd'hui Kichanga également. Voilà, mais tout cela, on dirait, n'intéresse pas certains Congolais. Ce sont des élections seulement qui intéressent les Congolais. On ne refuse pas. Moi, je disais d'ailleurs sur mes réseaux sociaux que j'étais partant pour le report de ces élections en vue de trouver d'abord la paix. Je ne vois pas un Congolais qui aime ce pays qui aurait refusé cela. Même les opposants auraient accepté. Nous nous concentrons d'abord sur le rétablissement de la paix. Nous mettons d'abord tous les efforts, tous les moyens sur l'armée, sur la défense du pays, sur le renseignement
pour chasser l'armée rwandaise du sol congolais, pour récupérer Bunagana, pour récupérer Rutshuru, pour récupérer Kichanga, pour récupérer Mushaki. Qui aurait refusé? Je pense personne. Mais voilà, les Congolais se sont dit, c'est pas grave, nous allons voter. Nous allons accepter de voter parce que à travers les élections aussi, on peut avoir un nouveau vent, des changements et tout. À travers les élections, on aura peut-être d'autres dirigeants avec une nouvelle approche de gouvernance ou comme le terme a été en vogue, on va consolider les acquis. Peut-être nous allons poursuivre ces combats contre la balkanisation de la République démocratique du Congo. Et tous les Congolais se sont mis d'accord. Ok, nous allons aux élections. Les opposants, à part le FCC de Joseph Kabila, ont accepté de prendre part à ce processus électoral. Dans un premier temps, c'est le fichier qui a été remis en cause. On a eu besoin d'un audit externe et tout. Après, il y a eu des consultations entre la CENI, les candidats présidents et tout. Les opposants ont accepté de passer par ces élections. Il y a Martin Fayulu qui a, dans un premier temps, appelé les partisans, les membres de l'SID de ne pas postuler. Et ces mots d'ordre ont été respectés. Par exemple, dans la ville de Goma, il y a le député Jean-Baptiste Kassekwa qui n'a pas postulé. Pourtant, il était très populaire dans la ville de Goma. Il est très respecté dans la province du Nord Kivu. C'est un parlementaire digne de ce nom. Mais il n'a pas postulé, il n'a pas participé à ces élections. Plus tard, c'est Martin Fayulu lui-même qui va postuler à la présidentielle. Après avoir interdit aux candidats députés de postuler. Lui, il a postulé quand même. Il a d'ailleurs, à un moment donné, été accusé de travailler des mèches avec le président Félix Tshisekedi. Dans ses tournées, il a refusé, il a dit « je ne peux pas travailler avec lui, on m'a volé les élections de 2018 ». Et aujourd'hui, il est encore en train de réclamer que les élections soient annulées. Martin Fayulu dit que les résultats qui sont en train d'être proclamés ne reflètent pas la vérité des urnes. Les résultats sont encore partiels, mesdames et messieurs. Je vais vous rappeler que jusque-là, sur les 179 circonscriptions concernées par ces élections, nous avons déjà les résultats des 139, je pense, des 134 circonscriptions sur 179. Il y a déjà les résultats partiels des 134 à la présidentielle. Et là, Félix Tshisekedi l'emporte avec 78,98%. Donc il faut déjà dire que ces résultats montrent déjà la suite de la publication. Donc c'est le président Tshisekedi qui est en train de l'emporter, c'est clair. Et j'ai même constaté que quand on publiait les résultats partiels hier, même à Nyiragongo, où il y a des camps déplacés, où des déplacés ont voté, Félix Tshisekedi a eu plus de 88%. Même à Walikale et dans le Nord Kivu. Vous allez voir les résultats de Goma, de Bukavu et tout. Je me dis, si le peuple n'a pas pu sanctionner les autorités à travers ces élections, le seul moyen légal et démocratique de sanctionner les dirigeants qui n'ont pas bien travaillé, est-ce qu'on va imposer à ce même peuple-là qui a voté de revenir encore à leur décision, à leur choix? La campagne était le moment propice de convaincre la population. Pourquoi ne pas voter pour tel? Pourquoi voter pour tel? S'il y a un candidat qui n'a pas été accepté par la population pendant la campagne, parce que cela se manifeste à travers les résultats des urnes aujourd'hui. Nous avons fait la ronde le jour du vote. Nous savons quels sont ces candidats-là qui ont été votés massivement. Pourquoi encore amener des jeunes Congolais à aller s'affronter avec la police nationale congolaise? À Kinshasa aujourd'hui, au siège de l'SID, nous avons vu des blessés déjà. Parce que la police a fortement réprimé cette manifestation qui demande l'annulation du vote. Nous avons vu des images où le président de l'SID, Martin Fayulu, est en train de demander où sont les agents de la MONUSCO. Il y a des jeunes. On venait de tirer sur des jeunes. La police venait de tirer sur des jeunes. Et d'autres ont été dispersés à coups de gaz, de bombes à gaz lacrymogène. Le ministre de l'Intérieur a interdit formellement cette manifestation. L'opposition a dit nous allons manifester. L'opposition a dit
nous ne voulons pas passer par un moyen ou une voie légale, qui est de saisir la Cour constitutionnelle. C'est ça, la voie légale. Saisir la Cour constitutionnelle après la publication des résultats. Et le porte-parole du président de Ensemble, Moïse Katumbi, M. Olivier Kamitatou, a dit que le peuple a le droit, disait, de l'article 64 de la Constitution. Mais que comprend les deux alinéas de cet article 64? Mesdames et messieurs, je vais vous lire cet article 64 parce que nous sommes des citoyens congolais et nous aimons ces pays. Nous devons éclairer l'opinion. Nous sommes des leaders d'opinion. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Je répète, tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Alinéa 2. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. Elle est punie conformément à la loi. Donc, cet article ici, qui est brandi par l'opposition, pour laquelle j'ai beaucoup d'estime et de respect, prévoit et donne à tout Congolais les devoirs, donc le droit. Il dit que tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. D'abord, prendre le pouvoir par la force. Vous savez ce que cela sous-entend. Nous sommes en Afrique. Il y a des pays où des officiers militaires prennent le pouvoir par la force à travers des coups d'État. Vous le savez très bien, mesdames et messieurs. Je ne sais pas si en RDC, ça s'est passé aussi peut-être avec les anciens présidents, prendre le pouvoir par la force, par exemple lors de l'AFDL, tout Mobutu qui a renversé le pouvoir de Kasavubu, on sait. Pour une fois, il y a eu une alternance en République démocratique du Congo. En 2019, quand Joseph Kabila a laissé le pouvoir à Félix Tshisekedi, il y a eu alternance. Aujourd'hui, nous avons encore voté. Les Congolais ont voté. Une première expérience, même dans la diaspora. Vous avez aussi voté, certains parmi vous qui sont dans la régularité. Certains parmi vous qui nous suivez, depuis la France, depuis le Canada, depuis l'Afrique du Sud, depuis la Belgique, les États-Unis d'Amérique, vous avez aussi voté. À Goma, chef du Nord Kivu, une province en proie à l'insécurité, on a voté. Même à Nyiragongo, il y a des déplacés qui ont voté. Vous avez suivi hier la publication des résultats. Il y a eu des dysfonctionnements liés à la machine et tout, les dispositifs électroniques de vote. Il y a eu des cas décriés, des tricheries, des irrégularités. Il y en a eu. Mais quand même, il y a eu élection. Donc, on ne peut pas dire en ce moment qu'il y a une autorité qui a pris le pouvoir par la force. Si je reste dans la logique de cet article ici que je suis en train d'interpréter. Alors, qu'il exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Maintenant, là, si l'opposition accusait le président qui sera proclamé vainqueur, parce que jusque-là, on parle des tendances et des résultats partiels, on n'a pas encore publié. Personne ne peut venir ici à la télé aujourd'hui, moi comme journaliste professionnel, et dire que Félix Tshisekedi a gagné, c'est lui le président. Non. Selon les résultats partiels des 134 circonscriptions, Félix Tshisekedi est en tête avec 78,9%. C'est ça le fait en ce moment. On saura
qui est le vainqueur de cette élection présidentielle après la publication des résultats par la CENI et la confirmation par la Cour constitutionnelle. Si la CENI proclamait tel candidat président de la République et tel autre vient par exemple prendre le pouvoir par la force, il fait un coup d'État avec l'armée, là on peut se dire, tout Congolais se lève pour faire échec à celui qui n'a pas gagné par la voie des urnes. Ou si la CENI proclamait et la Cour constitutionnelle confirmait un candidat, et puis il y a une autre partie prenante aux élections. Là, je peux prendre l'exemple. Par exemple, on proclame un candidat de l'opposition vainqueur. Le candidat, le président sortant, a des preuves qu'il a gagné. Il saisit la Cour constitutionnelle. Il se dit, celui-ci que vous avez proclamé n'a pas gagné, c'est moi qui ai gagné. Et voilà, j'ai des preuves et tout. Et si on arrivait quand même à maintenir celui qui n'a pas gagné, qui l'exerçait en violation des dispositions de la loi, là on peut comprendre certaines choses. Mais jusqu'à présent, la CENI n'a pas encore proclamé des résultats. Pourquoi exposer des vies humaines? Pourquoi ne pas penser à Bunagana, à Rutshuru? Pourquoi ne pas penser à Kanyaruchinya où des centaines de milliers des femmes sont en train de souffrir, de passer des nuits dans des abris dérisoires. D'autres sont en train d'accoucher des jumeaux dans des camps à Kanyaruchinya. Pensez d'abord à cela. Je sais que la gouvernance passe avant tout parce que voilà, c'est grâce à une bonne gouvernance que la situation sécuritaire de l'Est va changer, qu'il y aura une paix durable. C'est vrai. C'est vrai. Mais il ne faut pas aussi oublier que l'alinéa 2 de cet article-là déclare que toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction. C'est quoi un régime constitutionnel? C'est le régime qui a été établi par voie de vote, par voie des élections. C'est ce que prévoit la constitution de la RDC. Il faut être voté, élu par la population pour diriger la destinée de la République démocratique du Congo. On ne va pas nommer un chef de l'État, un président de la République. Non. On n'accepte pas un président de la République issu d'un coup d'État. Non. Ça, c'est anti-constitutionnel. Un régime constitutionnel, c'est un régime issu des élections. Donc, toute tentative de renversement d'un régime issu des élections, c'est une infraction punissable. Donc, quand nous jeunes surtout, quand nous allons dans la rue, nous devons d'abord savoir pourquoi nous y allons. Est-ce que ce n'est pas en violation de la loi? Est-ce que nous ne nous exposons pas à l'emprisonnement? Parce que nous serons considérés comme des inciviques qui ne connaissent pas la loi de leur pays, qui n'ont jamais lu la constitution de leur pays. Moi, je ne décourage pas la démarche de l'opposition. En tout cas, ce n'est pas ça. Mais je me dis, est-ce que c'est le moment opportun? Est-ce que ce n'est pas cette publication partielle qui cause ces agissements au sein de l'opposition? Pourquoi demander l'annulation du scrutin alors que la CENI est en train de proclamer déjà des résultats? Cela a coûté des moyens gigantesques à la République démocratique du Congo. Ces élections n'ont pas été financées par l'Union européenne ou les Nations Unies, je ne sais pas. Ce sont des élections financées par la caisse publique. Ici, on ne parle pas des millions, c'est des milliards de dollars. Alors, quand on annule une élection, il faut voir maintenant tous ces moyens-là. Quand on va organiser une nouvelle élection, où est-ce qu'on va encore avoir tout
ce moyen. Nous pouvons questionner aussi la passation de ces élections. Bien sûr, il y a eu des irrégularités. Il y a eu des irrégularités, il y a eu des dysfonctionnements. Ça, je peux le confirmer parce que moi-même, je suis citoyen congolais et j'ai voté. Et j'ai vu dans quelles conditions le vote s'est passé. Mais les Congolais ont voté. Des Congolais, alors parce que ce ne sont pas tous les Congolais qui ont voté, des Congolais ont voté. Ils étaient très nombreux. Nous avons vu des femmes enceintes, des vieux, des vieillards se tenir debout devant leur bureau de vote jusqu'à 20h, 22h. Nous allons voter le 20 décembre. Les autres qui n'ont pas voté, ils sont allés même les 21. Mais les gens ont voté. Nous sommes dans un état de droit où il y a une justice. Quand on détient des preuves de triche, je ne sais pas, des vols et tout, on les réunit et on connaît devant quelle instance aller pour réclamer son droit ou ce qui nous revient des droits. Mais aujourd'hui, les opposants disent on ne va pas recourir à un moyen légal, on utilise l'article 104 de la Constitution.